27 août. La rentrée se rapproche à grands pas, que ce soit littéraire, la rentrée scolaire ou n'importe quelle autre rentrée. Le mois de septembre, c'est le mois des nouveautés. Et donc, évidemment, on a beaucoup de nouveautés littéraires également qui sortent, des suites, des nouveautés, des hardbacks. Et j'ai un mode de consommation qui fait que j'essaie de condenser, de m'organiser en fonction des sorties, des nouvelles sorties, des sorties des suites de sagas. Et ensuite j'avise au fil de l'eau quand je passe en librairie si j'achète ou non. Mais dans tous les cas je précommande toujours les sorties qui m'intéressent. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, les précommandes. On commence tout de suite avec la sortie du tome 2 de Crescent City de Sarah J. Maas, donc ce sera aux éditions de Zaxus. Pour mémoire, voici le tome 1 et il a été élu meilleur roman fantasy de 2020 et je vais vous dire combien de pages il fait parce que c'est une bricasse. Hein. Voilà. Il fait très exactement 952 pages et je crois que le tome 2 sera tout aussi gros. Je vous mettrai les nouveaux tomes de ce côté-ci. Et donc bah, c'est un tome 2, donc je ne vais pas forcément vous donner le résumé du tome 2, je vais plutôt vous donner celui du tome 1, puisque ce sont des suites et qu'on ne peut pas forcément les lire séparément ou indépendamment les uns des autres. Ici on est avec une jeune fille qui s'appelle Brice. Elle est mi-faée, mi-humaine, elle a une vie tout à fait normale, elle travaille dans une boutique d'antiquité la journée et le soir elle fait le tour des bars, le tour des spots de danse avec ses amis. Ça fait vieux comme j'ai dit ça, non? C'est pas grave. Bref, elle va danser. Arrive un beau jour où il y a un meurtre. Bon, la vie continue. Sa vie devient monotone. Son boulot est un petit peu sans issue. Jusqu'à ce qu'il y ait un second meurtre 2 ans plus tard. Et qu'elle doit faire équipe avec un ange déchu qui s'appelle Hunt. C'est ça. Et Hunt, il va être chargé de la protéger. Et bien que ça ne lui passe pas trop, ils vont bien être obligés de coopérer pour trouver le meurtrier et sauver Crescent City. En fait, je vais être bien embêtée pour vous en parler plus en détail parce que bon, il y a 950 pages, alors je pense qu'il y a moyen d'en parler sans spoiler. Cependant, je ne l'ai pas encore lu, voilà. En général, ce que je fais, c'est que j'attends les suites. J'ai un peu de mal à lire un tome 1 en sachant que je n'ai pas la suite derrière parce que j'ai souvent envie de continuer et puis d'enchaîner quoi. Donc on va s'arrêter là, vous avez le résumé du tome 1, la couverture est magnifique, la couverture du tome 2 est tout aussi magnifique et j'espère que vous allez craquer pour ce gros bébé parce que Sarah J. Maas c'est aussi l'autrice de ACOTAR, voilà. Donc évidemment, si on aime ACOTAR, on aime Crescent City. Si on aime Crescent City, on aime ACOTAR. Donc toujours chez Zaxus le 8 septembre, on pourra retrouver le tome 2 de Serpent and Dove qui s'appellera Blood and Honey. La couverture est magnifique. Et en attendant de vous présenter la couverture du tome 2, je vais vous présenter le tome 1, que voici, que voilà. Un hardback parce que oui, Zaxus sort tous ses livres en hardback et en broché. Donc vous avez le choix. Par contre les hardbacks ils sont en série limitée donc il faut vraiment toujours se dépêcher. Et c'est aussi pour ça que je les précommande. On est sur de la fantasy, du fantastique. On est sur de la chasse aux sorcières où on retrouve Lou, une sorcière qui a fui sa ville natale parce que ses semblables étaient décimés par milliers. Elles se sont faites massacrer. Et de l'autre côté, on retrouve Raid, un chasseur de sorcières assermenté par l'église pour qui son but dans sa vie, c'est de massacrer toutes les sorcières. Il ne faut pas en laisser une de vivante, voilà. C'est son objectif, sauf qu'il va rencontrer Lou, ça va pas matcher évidemment, et ils vont se retrouver par un concours de circonstances obligés de se marier. Du coup, on imagine bien qu'il va y avoir certainement un gros cliffhanger à la fin du tome 1 pour embrayer sur le tome 2. C'est aussi donc, je pense, un Enemies to Lovers. Ça paraît logique puisque les deux ne peuvent pas se blairer, hein, ils ne sont pas du tout du même monde, ils ne sont pas faits pour cohabiter et pourtant ils vont devoir apprendre à s'apprivoiser. Et puis je viens de voir ça, j'avais pas remarqué quand je l'ai acheté. Il y a un petit mot de Sarah J. Maas, vous savez qu'on vient voir de Crescent City là. Donc je vais vous le lire parce que j'ai bien fait de l'acheter.
Elle l'a aimé. Donc Sarah J. Maas nous dit un premier roman brillant, plein de tout ce que j'aime, une héroïne étincelante et pleinement réalisée, un système de magie complexe et mortel et une romance brûlante qui m'a fait lire jusque tard dans la nuit. Serpent and Dove est un joyau absolu. Voilà. Oh, ça vous donne envie de l'acheter? Oui, hein. Donc tout de suite la couverture du tome 2. Le dernier roman qui sort le 8 septembre et que j'ai précommandé sortira chez Lumen et c'est Seul un monstre de Vanessa Len. Donc ici on retrouve une adolescente de 16 ans qui passe tous les étés dans la famille de sa mère qui a disparu. Cette famille-là, on nous dit qu'elle est excentrique, on nous dit qu'elle est un petit peu borderline. Et cette jeune fille qui s'appelle Joanne, voilà, pardon. En fait, j'ai mon ordinateur juste à côté avec le résumé pour ce tome 1. Parce que du coup, je peux pas l'apprendre par cœur, hein. J'ai pas une mémoire d'éléphant. Du coup, on nous dit que Joanne passe tous ses étés dans cette famille-là, dans la famille maternelle, et que cette famille est un peu particulière. Et plus que particulière, sa famille est une famille de monstres. On nous dit qu'ils peuvent manipuler le temps, les minutes, les heures, les jours, les années, et les voler aux humains qui les entourent. Alors déjà, on est sur un résumé très fantastique, très mystérieux. On se demande ce qui se passe exactement pour ces humains qui se font voler le temps autour d'eux. Mais surtout, Joanne, elle va tomber amoureuse d'un étudiant en histoire qui s'appelle Nick. Sauf que, évidemment, ce serait trop beau si tout se passait bien. Et ce Nick est en fait un chasseur de monstres qui veut exterminer la famille de Joanne. Du coup, on est là sur une fausse romance. La pauvre Joanne, elle est tombée amoureuse du mauvais garçon. Elle n'a pas parié sur le bon joueur. Et elle va devoir choisir entre sa nature humaine, parce qu'apparemment son papa est humain, sa maman était un monstre. Et elle va devoir choisir entre rester humaine ou devenir le monstre qu'elle est à l'intérieur pour sauver les siens, pour sauver sa famille de l'extermination de Nick. Donc on est sur un jeunesse qui fait très envie, on va pas se le cacher. On est sur de la fantaisie, peut-être même de la romantésie. Peut-être, hein, je ne sais pas encore, peut-être qu'il va y avoir un autre garçon qui va se frayer un chemin dans le cœur de Joanne, peut-être un monstre d'un autre clan, peut-être un monstre de son propre clan. Allez savoir, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas trop où l'histoire va nous mener. En tout cas, c'est un tome 1, donc forcément il y aura un tome 2. Je pense qu'on peut partir sur un cliffhanger à la fin. Peut-être que la romance va prendre une mini place dans l'histoire et que ça va vraiment être basé et axé sur la sauvegarde de son espèce. Je ne sais pas, j'ai hâte de le découvrir. On passe à présent aux sorties du 15 septembre. Alors j'ai répertorié deux livres qui sortent le 15 septembre. Les deux sortent chez Hugo Roman, l'un chez Hugo New Romance et l'autre chez Hugo Poche. On va commencer avec le tome 4 et dernier tome de la série Compass Series de Brittany C. Cherry. Alors je sais pas, peut-être que vous la connaissez, peut-être pas. Moi j'adore cette autrice, à chaque fois elle me fait pleurer, toutes les larmes de mon corps, hein. Je finis asséchée, desséchée, comme un pruneau, voilà. Elle a le don de nous mettre le cœur en compote, en miettes, elle nous le poignarde, elle nous le piétine avant de le réanimer pour le repiétiner à nouveau et le réanimer encore. Heureusement, la plupart du temps, on est sur des happy end parce que sinon, je crois que je ne survivrai pas à l'émotion et à l'épreuve que ça représente. Ici, on est sur le tome 4, donc c'est Étoile du Nord. Vous voyez, j'ai le tome 1, 2 et 3 juste ici, là. Ce sont des tomes qui, je pense, peuvent se lire indépendamment, même si je préfère les lire les uns après les autres, parce qu'on retrouve souvent des personnages en fait des tomes précédents. Et ici, justement, on nous dit qu'on va retrouver le beau-frère de Damian qui est du tome 3 que je n'ai pas encore lu, j'ai lu que le tome 1 pour l'instant. Et c'est ce qui me fait dire qu'il vaut mieux les lire à la suite les uns des autres pour ne pas se spoiler possiblement les couples des premiers tomes. Voilà. Donc ici on va être sur un Friends to Lover, un couple d'amis qui va tomber amoureux. On ne nous en dit pas plus et je pense que ça veut dire que c'est des personnages qu'on a déjà forcément croisés plus tôt dans les premiers tomes. Et c'est un petit peu délicat du coup d'en parler parce que c'est facile de spoiler, je pense.
Ouais, on nous dit que le héros fait une brève apparition à la fin du tome 3. Mais du coup, est-ce que dans le tome 4, on ne parlerait pas des personnages du tome 3 puisqu'ils sont liés par le sang? Voilà, donc au moins peut-être lire le tome 3 avant le tome 4. J'ai lu le tome 1, j'ai été hyper hypée, c'était un gros coup de cœur pour moi. On était sur une histoire de mariage foiré, complètement foiré, avec un mari, je sais même pas comment le décrire celui-là. Un pauvre type, je sais pas, un abruti fini, je sais pas trop. Bref, il faisait pas du tout attention à sa femme, il y avait que ses émotions à lui qui comptaient, que son travail. Et elle, toi poubelle, arrête de chialer, arrête de déprimer, ta fille elle est morte. Bon bah écoute, c'est comme ça, voilà. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise de plus? Après ça, je spoil rien du tout parce que on le comprend vraiment très très vite dès les premières pages, on le comprend, hein. C'est pas du tout un spoil. Et du coup, cette jeune femme, elle va aller vivre dans une autre ville, elle va partir, elle va essayer de se reconstruire. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on nous piétine le cœur parce qu'en fait, c'est des histoires toujours. Les protagonistes ont toujours des histoires personnelles qui font chialer quoi. Enfin, tu te dis mais c'est pas possible. Elle peut pas avoir au moins un sur les deux qui a une histoire personnelle classique, un truc heureux, une enfance heureuse, tout ça. C'est pas possible. Soit leur vie d'adulte, elle est pourrie au possible, soit c'est leur vie d'enfant. Enfin, c'est un petit effort quoi, équilibre, non? Voilà, donc préparez les mouchoirs et puis passez un bon moment de lecture avec ce roman. On passe à Pick Me Up. Alors c'est Slave of One Night, le titre. Donc à mon avis ça va être un tome 1. Il sort chez Hugo Poche et c'est signé Fanfan Deck Des. Je pense qu'on va être sur un roman tout mignon, tout doudou, tout bon. Je crois que je vais le garder pour l'automne. Voilà, bah, vous me direz début septembre. L'automne on en est plus très loin quoi, mais on va le garder pour l'automne parce que ça va être une lecture chouchou je pense. Elle va être adorable. On retrouve Thibaut Ditré dans son groupe de musique. C'est une rockstar et il est en boss forcé pour rentrer chez lui s'occuper de son adolescente de 12 ans. Donc on est sur un papa célibataire. Oh, rien que ça on adore, voilà. Parce qu'on connaît souvent les mamans célibataires dans les romans. C'est vrai que j'aime bien aussi. Mais c'est plus rare de voir des pères célibataires. Et j'aime beaucoup souvent comment c'est écrit, comment les interactions avec leurs enfants sont décrites. Et je trouve qu'on fait quand même plus attention à eux que dans un roman où le couple est encore ensemble et a des enfants ensemble et où on se focalise toujours plus sur la mère que sur le père qui est souvent représenté absent ou pas très présent en tout cas. Donc j'ai hâte de voir comment va se dérouler cette relation-là. Et on nous dit que Trey, donc Thibaut dans la vraie vie, va s'inscrire sur Pick Me, un site de rencontre, dans l'espoir de rencontrer une femme qui ne sera pas attirée par sa célébrité, qui ne sera pas attirée par l'argent ou les paillettes. Et de l'autre côté, on a Lisa, une jeune femme qui a pour handicap le bégaiement. Et donc on est sur une représentation de personnes porteuses de handicap. Et ça c'est très important je trouve de montrer au monde entier que non, ce n'est pas parce que l'on a un handicap qu'on ne peut pas être aimé, qu'on ne peut pas aimer. Enfin, même si là, ok, c'est pas un handicap lourd, on va dire, c'est pas un handicap moteur, mais ça peut être dérangeant dans la vie de tous les jours quand même. Enfin, bégayer, quand on est au supermarché, quand on est quelque part, quand on doit faire une présentation au travail et que l'on bégaye, ça doit pas être simple non plus, quoi. Enfin, ça doit pas être facile à vivre tous les jours. Et c'est important de montrer que ça existe, c'est oui, mais qu'on peut faire avec. Et donc Lisa, elle vit dans sa cuisine en fait, on nous dit qu'elle adore cuisiner. Et elle va accepter de parler à un mystérieux inconnu sur Pick Me, voilà, on a compris. Et ils vont se rencontrer lors d'un atelier culinaire. Alors, comment ça va se passer? Comment vont-ils interagir? Comment vont-ils réussir à développer leur relation? J'ai hâte de le découvrir. Je vous le dis, ce roman s'apprête à être une pépite. Petite pépite de l'automne là. On continue maintenant avec la sortie, parce qu'il n'y en a qu'une que j'ai sélectionnée, du 19 septembre. Et c'est Les Frères Westerly, le tome 2. Alors pour l'instant on nous dit qu'il y a 5 tomes. Je ne sais pas s'il y en aura plus ou non.
Dans tous les cas, c'est un tome par frère. Donc ouais, non, il devrait y en avoir que 5, je pense. Ça paraît logique. Ça y est, je me suis perdue toute seule. Donc, bah zut. C'est donc le tome 2 qui sort le 19 septembre. C'est un tome par frère, une histoire d'amour par frère. Dans le tome 1, on retrouvait Brett, Alicia et Spencer. Ça faisait un petit triangle amoureux, mais pas vraiment. Je peux pas vous en dire... Enfin, si, je peux... Bah si, puisque c'est dans le résumé du tome 1. Donc, en fait, dans le tome 1, Alicia et Spencer font semblant d'être en couple pour que Spencer puisse avoir l'héritage de sa grand-mère. Voilà, en gros, la matriarche de la famille, elle a décidé que vaille, sa famille allait être soudée de nouveau, que tous ses petits-enfants allaient se trouver un mari, une femme, et que c'était la condition sine qua non pour avoir son héritage en avance. Voilà, donc Spencer qui voulait son héritage a demandé à sa meilleure amie Alicia d'être sa fausse petite amie, et évidemment, on se doute bien qu'il y a eu une histoire entre Brett et Alicia. Je ne vous en dis pas plus, il faudra découvrir le tome 1 par vous-même. Dans le tome 2, du coup, on retrouve Spencer, que mamie a décidé de marier. Voilà. Spencer, c'est un homme d'affaires. Son premier coup n'a pas joué en sa faveur parce qu'Alicia, elle est tombée amoureuse de Brett. Et ici, bah, c'est son tour. Mamie a décidé que Spencer devait se caser. Et pour ça, elle fait revenir dans sa vie l'amour de jeunesse de Spencer, qui s'appelle Hailey. Il lui a brisé le cœur quand ils étaient plus jeunes parce que Spencer fait passer le travail toujours avant tout. Il a mis un point d'honneur à ne pas avoir besoin de l'argent de sa famille pour construire sa société. Il a réussi, mais maintenant il faut qu'il fasse passer sa vie personnelle avant tout. Et je pense qu'en fait la grand-mère, ce qu'elle veut, c'est que ses petits-enfants soient heureux, pas comme ses enfants à elle, pas comme... Elle a été heureuse en fait, mais le mariage de son fils n'a pas été heureux. Et du coup, les enfants ont tendance à reproduire et à se dire que si le mariage de leur père n'a pas été heureux, le leur non plus. Et du coup, je pense que la grand-mère, c'est son objectif en fait, surtout. Réunifier la famille et montrer que il n'y a pas que le travail dans la vie et qu'il faut aussi s'occuper de ses relations personnelles. À mon avis, ça va être une relation assez explosive parce qu'il va falloir qu'ils réapprennent à se connaître. À mon avis, ils ont des reproches à se faire l'un à l'autre. Ça va être un petit peu tendu au départ, mais je sens cette histoire toute douce aussi. On repasse chez Deux Axus le 22 septembre avec les Sables d'Arawiya, le tome 1. Ça s'appellera Chasseur de flammes et c'est signé Afza Faisal. Je suis désolée si j'ai dégommé le nom là parce que j'ai vraiment du mal à le prononcer quoi. Voilà. Donc c'est le tome 1. Et rien que d'avoir dit le nom, du coup je me suis perdue parce que j'ai pas réussi et du coup j'ai paniqué et voilà. Donc on retrouve ici Zafira qui est une chasseuse. Elle doit chasser pour nourrir sa famille. Et donc elle se déguise en homme pour braver la forêt qui s'appelle Lars. Voilà. Et on nous dit que c'est une forêt maudite. De son côté, Nassir, c'est le fils du roi. Et lui, il doit décapiter, dégommer, tuer, trucider toute personne qui a l'audace de contrer, de comment ils disent, de défier le tyran qui est le roi. Voilà. Donc, ces deux personnes sont diamétralement opposées. L'un tue pour son père, l'autre tue pour vivre, ce qui est différent. Et un jour, le roi va envoyer Nassir chercher un artefact pour restaurer la magie dans le royaume. Et par la même occasion, il va lui demander de Squeak, la chasseuse. Voilà. Je pense qu'en fait, lui, que son peuple meurt de faim, bah, ça lui assure sa légitimité finalement. Et donc le fait que quelqu'un s'interpose pour aller chasser dans la forêt maudite, ramener à bouffer à toute la populace, ben je pense que ça doit bien le déranger quand même. Hein.
Du coup, j'imagine que ces deux protagonistes vont se rencontrer. On nous dit également que l'artefact magique qu'ils recherchent est peut-être beaucoup plus dangereux que ce qui était prévu. Donc il y a une quête, il y a une chasse à l'homme. Moi, ça m'a fait penser un petit peu à Nausicaa et la vallée du vent de Hayao Miyazaki, un Ghibli, de sorte qu'en fait, dans Nausicaa, il y a une forêt également, la Toya, je crois que, ouais, si je me souviens, c'est la Toya. Et c'est une forêt un petit peu maudite en fait aussi, dans le sens où elle est toxique, on ne peut pas y respirer. La personne qui s'y aventure, elle meurt parce que c'est que des gaz toxiques. C'est une histoire sur la pollution en fait, hein, tout simplement. Et j'ai un petit peu l'impression, même si là on est tourné magie, que c'est la même chose, que c'est un petit peu la même sensation qu'on veut nous faire ressentir. Le fait qu'on pollue de trop nos forêts et qu'un jour ça va se retourner contre nous, qu'on ne pourra plus manger parce qu'on ne pourra plus accéder aux forêts qui seront toxiques, qui seront maudites. Voilà. On est sur du conte, d'Orient. Alors ça j'aime bien en général tout ce qui est djinn, malédiction, tout ce qui est contes orientaux, contes nordiques aussi j'aime beaucoup. J'ai hâte de découvrir ce que ça va donner en tout cas. Et enfin le dernier qui sortira chez PKJ toujours le 22 septembre, c'est Inheritance Games, le tome 2, donc 2 sur 3. C'est signé Jennifer Lynn Barnes et c'est le tome 2 comme je l'ai dit. Est-ce que j'ai bien dormi cette nuit? Je ne sais pas. Là franchement je sais pas. Mais en tout cas donc le tome 1 pour moi c'était un méga coup de cœur. J'ai trop hâte de lire le tome 2. À mon avis il sera lu dès qu'il va arriver. En fait c'est une jeune fille, une adolescente, une lycéenne plus précisément, qui n'a pas un sou, hein, elle est fauchée de chez Fauché. Et un jour elle reçoit une lettre comme quoi elle est l'héritière de l'homme le plus riche du Texas. Et là c'est mais comment? Pourquoi? Où? Qu'est-ce que j'ai fait? Je le connais pas. Aucune idée. Et du coup elle va se rendre sur place avec sa sœur aînée pour découvrir un petit peu pourquoi elle. Et en fait il n'y a pas de raison. En tout cas d'apparence il n'y a aucune raison. Après vous allez voir dans le livre on est sur des énigmes. En fait c'est une famille pas tout à fait comme les autres. C'est-à-dire que cet homme-là qui est décédé et qui a légué toute sa fortune à cette jeune fille qui s'appelle Avery Grumps, il est un petit peu farfelu, il est un petit peu excentrique sur les bords, dans le sens où en fait toute sa maison est basée sur des énigmes, sur des choses à découvrir, sur des prophéties, on peut dire aussi, qu'il a organisées, qu'il a orchestrées tout seul de son côté. Dans le sens où normalement c'était ces 4 petits-fils, 4 ou 5, ils sont combien eux? On n'y dit pas combien ils sont, mais je sais plus. Alors attendez. Il y en a 3, peut-être 4. Ils sont 4 ou 5. Voilà, il y a 4 ou 5 garçons. Ensuite, il y a, donc ça c'est les petits-fils. Ensuite, il y a ses propres enfants à lui. Et comment vous dire que Avery, quand elle débarque là-dedans, qu'on lui dit qu'elle a hérité de la plus grosse partie de l'héritage, qu'elle a hérité de l'empire économique de ce monsieur-là, comment vous dire que la famille autour, elle a un petit peu des envies de meurtre. Donc elle va se retrouver à devoir vivre 1 an avec toutes ces personnes-là dans le manoir pour toucher l'intégralité de l'héritage. Donc évidemment, il va falloir qu'elle découvre pourquoi elle. Elle va être aidée des petits-fils qui eux aussi veulent découvrir la vérité et qui ont été entraînés toute leur enfance à trouver des réponses aux énigmes. On est sur... alors il n'y a pas vraiment de romance. Il y en a peut-être un mini chouïa peu, genre une page. Voilà, il y a une page de romance, c'est tout. Je sais pas ce que ça va donner dans le tome 2. En tout cas, on part sur de l'amitié, on part sur les relations fraternelles, sur les relations familiales, les liens du sang, ce que ça peut faire. On part sur de la tranche de vie lycéenne aussi parce qu'on la suit au lycée, dans son nouveau lycée. On se rend compte aussi que les lycéens, ou toute personne
qui vit en société, qui vit en communauté, que ce soit au travail, à l'école, en famille. Le couteau n'est jamais planté par quelqu'un que l'on ne connaît pas, hein. On va pas se mentir, que ce soit dans la vraie vie ou dans un roman. Moi j'ai jamais vu un inconnu planter un couteau dans le dos à quelqu'un, hein. En général, il y a toujours un mobile, il y a toujours un lien qui subsiste entre ces deux personnes pour qu'il y ait un couteau planté. Et du coup, Avery, elle va devoir faire face à tout ça. Elle va devoir survivre au milieu des lions, hein, clairement. Donc non, franchement, j'ai trop hâte de le lire. Je ne sais pas si vous avez lu le tome 1. Sinon, vous pourrez voir sur la page PKJ sur Instagram. Ils ont fait une petite vidéo de présentation pour le tome 1 qui fait tellement rire, qui donne trop envie de le lire. Voilà. Donc, on a terminé pour aujourd'hui avec les livres que j'ai précommandés pour le mois de septembre. C'est sûr et certain, je vais forcément craquer pour une ou deux autres sorties quand je passerai en librairie. En tout cas, celles-ci, ce sont celles qui m'ont le plus hypé quand j'ai vu les résumés, quand je les ai vus passer sur les réseaux sociaux. J'espère que je vous aurai donné envie d'en lire un ou deux, d'en commander un ou deux peut-être aussi. En attendant, je vous dis à bientôt et surtout n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.